Ok. Voilà, on commence à 9h05. question de principe, les 5 minutes d'attente. Il y a pas mal de gens qui arrivent entre 4 et 5, donc on va laisser à tout le monde. Oui, alors en revanche, il faut que effectivement tout le monde coupe son micro. Super. Bon, 9h05, allez, on se dit qu'on va commencer. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien la présentation sur votre écran? Oui. Oui. Super, merci. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est organisé par la plateforme Réussir avec un marketing responsable. Je vais vous en parler dans un petit instant. On va juste prendre le slide suivant. Merci beaucoup. Je vous donne un petit aperçu de l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Donc, on va faire une petite introduction avec David. Voilà. Si vous pouvez bien penser à couper vos micros en rejoignant la conversation, merci beaucoup. Donc, déjà, je me présente, je suis Laure Blondel, je suis directrice conseil chez Greenflex et j'ai la chance d'animer donc aujourd'hui ce webinaire avec David qui va se présenter dans quelques instants. Nous aurons les interventions de 3 personnes aujourd'hui, Mélissa pour Bocage, Franck pour TBS et Héloïse pour Tomojo. Et on aura, donc on se laisse une bonne vingtaine de minutes à la fin pour les échanges, pour que vous puissiez poser toutes vos questions aux intervenants. Donc, on va faire les 3 présentations à la suite et donc vous aurez ce temps d'échange à la fin. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions au cours des présentations, à les mettre dans le chat et on y répondra, si c'est possible, au fil de l'eau. Et sinon, on les reprendra toutes à la fin. Mais comme ça, vous pourrez... voilà, on pourra bien garder ces questions et y répondre à la fin. Alors, je vais commencer par une petite introduction avec David. Je suis désolée, il y a un petit temps de latence sur les slides. Donc, pour vous parler 2 secondes de la plateforme Réussir avec un marketing responsable, en fait, c'est un mouvement qui a été initié en 2013, donc un mouvement collectif qui a vraiment pour mission de valoriser les démarches de marketing responsable. Donc, la mission de cette plateforme, c'est vraiment de faire la promotion d'un marketing plus responsable. Alors, ça veut dire quoi, plus responsable? Ça veut dire qu'en fait, on parle de la création de valeur pour les marques. Et dans cette création de valeur, on n'est pas uniquement sur la création de valeur économique, on est bien sur une création de valeur également environnementale et ou sociétale. Cette plateforme s'adresse à toutes les populations marketing. Alors, c'est vraiment au sens large. En fait, c'est tout le monde, tous ceux qui peuvent vraiment agir sur l'offre de produits ou de services. Après, c'est évidemment la vocation et que ce soit le plus partagé possible. En fait, ce qui nous intéresse là, c'est vraiment de partager des enseignements et des méthodes qui fonctionnent. C'est-à-dire, on va vous présenter des business cases et c'est pour ça qu'on a nos 3 intervenants aujourd'hui qui vont vous expliquer pourquoi ils ont été retenus sur cette plateforme cette année et surtout ce qui a été compliqué pour eux dans ces démarches pour que vous puissiez évidemment en tirer le plus d'enseignements possible. Donc, je vais laisser David vous présenter cette plateforme. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Effectivement, c'est une plateforme qui a été fondée en 2013. Moi, je venais d'être élu personnalité marketing de l'année en 2012 et je me suis dit qu'est-ce que je fais de ce truc. J'avais reçu ce prix parce que justement j'avais mis des sujets RSE dans l'offre marketing et je m'étais rendu compte, alors c'est quelque chose qui me traverse beaucoup à titre personnel, mais je m'étais rendu compte que ça avait un impact aussi auprès des consommateurs. Et je me rendais compte dans ma carrière professionnelle que tout le monde était passionné par les sujets de la RSE, tout le monde voulait sauver la planète, mais que quand il s'agissait de s'y mettre concrètement, c'était extrêmement compliqué et que ça prenait beaucoup de temps. Et en fait, j'ai considéré, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi le marketing après mes études, que finalement, vous, les marketeurs qui êtes connectés aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses, mais fondamentalement, pour une raison simple, c'est que c'est vous qui êtes à la manœuvre
sur l'offre de l'entreprise et que du coup, si l'offre change, le monde va s'améliorer. Et on connaît bien les enjeux aujourd'hui. Si la RSE reste un sujet d'un rapport publié une fois par an avec des chiffres très intéressants, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire que nos enfants vivent dans un monde sérieux et désirable en tout cas. Mais par contre, on est la génération, enfin vous êtes là, ceux qui sont aux commandes de l'innovation et du développement, et vous avez le pouvoir, vous avez un super pouvoir qui est celui de changer les choses. Et la raison pour laquelle on a créé cette plateforme, c'est pour démontrer que quand on faisait ça, quand on le faisait en sincérité, et quand on le faisait savoir, parce qu'il ne suffit pas juste de faire une belle innovation, il faut aussi derrière la faire savoir auprès du grand public, et c'est un des piliers du marketing, et ben on créait davantage de connexions avec les consommateurs. Alors c'était déjà vrai en 2013, beaucoup dans l'alimentaire, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Toutes les études post-Covid montrent qu'il y a eu un accroissement des attentes consommateurs sur l'engagement des entreprises, parce que la perception du risque, elle est de plus en plus forte. Et donc vous, les marketeurs, les communicants, il y a des gens aussi de la RSE qui doivent travailler avec vous et qui sont aussi dans la salle, vous avez le pouvoir de changer le monde. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de vous montrer, que c'est possible, de vous donner des idées pour le faire encore mieux et encore plus efficacement, et de le partager avec vous. En fait, ça se passe en 2 temps. On fait un appel à candidature tous les ans, on fait une sélection de dossiers sur des critères qui sont extrêmement stricts, pour montrer effectivement que chacune des initiatives a généré un impact environnemental et social certain. On évalue bien sûr la dimension innovante, on évalue la création de valeur, et on fait en sorte effectivement que, à travers les sessions qu'on va vivre aujourd'hui, moi c'est les moments que je préfère en fait, parce que les gens que vous allez rencontrer, là, Mélissa, Franck et Héloïse, ils vont vous raconter bien sûr ce qu'ils ont réussi et pourquoi ils sont là, mais ils vont aussi vous raconter les galères par lesquelles ils sont passés. Et moi, à travers ces sessions, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ouais, j'ai vu que finalement, j'étais pas tout seul, que les difficultés que je rencontrais, d'autres les avaient rencontrées et les avaient surmontées, et ça me donne de l'énergie pour aller me bagarrer à mon tour et réussir à amener mon projet jusqu'au bout. Donc j'espère qu'à l'issue de cette conférence, certains d'entre vous auront des étoiles dans les yeux et auront envie d'en découdre. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. Si c'est le cas, ça nous fera extrêmement plaisir. Alors, c'est une plateforme, on a passé le slide, mais ce qui est très intéressant, c'est quand je dis on n'est pas tout seul. L'initiative, moi je l'ai prise en 2013 avec Greenflex, mais très vite, il y a l'ADEME qui est venu rejoindre les rangs de cette initiative qui avec ses ingénieurs, vient regarder, et je peux vous dire que c'est vraiment un regard acéré, toutes les initiatives et évaluer leurs performances. Et puis très rapidement, il y a un certain nombre d'associations et de collectifs qui sont venus se greffer parce qu'ils adhèrent ils adhèrent au projet et ils essayent de valoriser aussi cette ambition auprès de leurs adhérents. Il y a l'Union des marques, l'ADTEM, l'ILEC et puis l'école de commerce Audencia qui est avec nous. Il y a aussi l'ANIA qui est un partenaire et on est en discussion avec le collège des directeurs du développement durable. Donc c'est génial d'avoir tout cet écosystème autour pour effectivement partager ces pratiques parce que voilà, notre conviction c'est que plus vous serez nombreux à prendre ce genre d'initiative, mieux on sera barré ou moins on sera mal barré. Vous prenez le sujet comme vous voulez, mais vraiment le message c'est un message d'optimisme, d'engagement et de volontarisme. Et moi j'ai envie de vous dire que vous êtes des héros, donc allez-y quoi. Et nous derrière on va se charger de faire la promotion de ce que vous faites à travers les fiches de bonnes pratiques qui sont disponibles en accès libre sur le site de l'ADEME. On a une page LinkedIn pour communiquer sur vos initiatives sur les réseaux sociaux. On a publié des livres blancs. On a la chance de pouvoir interagir avec certains titres et avoir des retombées presse. Donc, on essaye de faire en sorte que vos initiatives soient encore plus visibles. J'arrête là. Bravo pour ce que vous faites et j'ai hâte d'entendre Mélissa, Franck et Héloïse. Merci David.
Donc en fait, voilà, comme vous l'avez compris, c'est aujourd'hui on récompense les bonnes pratiques de 2020, mais c'est en fait énormément de bonnes pratiques qui ont été récompensées depuis 2012. Donc on a 56, pardon, 62. Je suis un peu dyslexique aujourd'hui. Donc on a 62 bonnes pratiques qui ont été sélectionnées depuis le début de cette plateforme. On en a donc 6 nouvelles cette année. On vous a mis un petit QR code pour que vous puissiez aller directement sur le site de l'ADEME pour les voir. Donc on a en fait regroupé toutes ces bonnes pratiques en fait sur différentes thématiques. Donc on a la thématique économie circulaire par exemple. Donc là vous aurez le témoignage de TBS et Bocage aujourd'hui. On a une autre thématique voilà, qui est sur les offres éco ou socio-conçues. Donc là, on a eu cette année, là, donc vous aurez le témoignage d'Héloïse pour Tomojo, mais on a également 2 autres bonnes pratiques qui ont été récompensées cette année sur cette thématique-là. Aven pour les produits solaires responsables. Donc je vous laisserai aller voir, pour pas prendre trop de temps tout de suite, je vous laisserai aller voir sur le site les bonnes pratiques détaillées. Donc Aven avec des produits solaires et Interface qui est récompensé pour sa démarche zéro émission carbone qui va jusqu'à la régénération. Et la dernière bonne pratique sur la thématique de l'approvisionnement responsable avec Nature Active pour la bonne pratique de mise en culture de l'hélicris bio, qui a été, donc c'est une fleur sauvage et qui a été replantée dans le sud de la France pour préserver cette ressource. Donc vous pouvez aller, donc à la fin de ce séminaire, évidemment, nous vous enverrons les présentations et vous pourrez aller regarder toutes ces bonnes pratiques et vous enrichir de toutes ces idées. Et comme le disait David, c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est à la fois ce qui a marché et surtout ce qui a été compliqué à gérer pour toutes ces marques et toutes les difficultés par lesquelles elles sont passées. Et voilà, il y a des éléments de compréhension dans toutes ces fiches que nous allons vous laisser regarder. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un des enjeux du développement durable. Il y en a malheureusement beaucoup. Et voilà, on va dire une thématique un peu qui est assez importante, évidemment, qui est l'épuisement des ressources. Et ce qu'on voulait vous montrer au travers des 3 témoignages aujourd'hui, c'est que c'est un enjeu qui est à prendre en considération quel que soit le secteur. Donc là, on vous a juste mis quelques chiffres pour illustrer, mais le plus simple, c'est d'aller directement sur les présentations. On a évidemment une pression sur les matières premières qui va en s'intensifiant. Donc voilà, on vous a juste partagé quelques chiffres. On a une extraction des matières premières qui s'accélère avec 10 fois plus d'extraction ne serait-ce qu'entre 1990 et 2010. Donc c'est quelque chose qui est complètement exponentiel, avec maintenant une trentaine de matières premières qui sont répertoriées comme étant des ressources critiques, hein, des matières premières par exemple comme le cobalt, enfin vous voyez, toutes ces matières premières qui sont notamment utilisées. Alors avant, on en utilisait très peu, maintenant on en utilise beaucoup et de manière très complexe, donc c'est difficile de les extraire et de les récupérer. On a évidemment un enjeu sur la pression de la biodiversité qui est menacée avec, ça vous avez entendu encore dans l'actualité, des taux d'extinction qui sont 1000 fois supérieurs aux taux d'extinction naturelle. Donc c'est bien qu'il y a effectivement un problème sur cette régénération de la biodiversité avec des espèces qui sont toujours plus menacées, donc espèces marines et terrestres. Et enfin, un petit chiffre pour... après, j'arrêterai avec les mauvaises nouvelles sur les déchets, où on a en France 90 millions de tonnes de déchets qui ne sont pas valorisés chaque année. Donc ça, c'est les déchets qui sont à la fois des déchets un mélange de déchets des ménages, des entreprises et du bâtiment. Donc c'est au sens large, avec évidemment déjà des déchets qui sont valorisés, mais il en reste encore quelques tonnes malheureusement dans la nature. Donc on voulait aujourd'hui vous parler de cet enjeu et voir les témoignages, vous partager les témoignages de trois bonnes pratiques. Donc on va commencer par... alors, pardon, je suis désolée parce que c'est effectivement, on a un petit décalage de timing. En fait, on va commencer par Bocage. Alors l'idée, on est parti de l'insight que 60% des Français ont des vêtements ou des chaussures qu'ils ne portent jamais. Voilà, pardon, ça fait un petit peu lent. Pour l'animation, donc 3 millions de tonnes de vêtements qui sont enfouis ou incinérés chaque année en Europe. Et ça, donc vous verrez la réponse de TBS à ce sujet. Et enfin, 20% de la viande produite dans le monde qui est consommée par les chats et les chiens de compagnie. Donc vous verrez la réponse qui a été apportée par nos amis de Tomojo. Donc on va commencer tout de suite par la présentation de Bocage. Donc l'atelier Bocage, qui est une plateforme de location de chaussures. Et je passe tout de suite la parole à Mélissa. Bonjour à tous, merci David Merci beaucoup pour cette introduction.
Du coup, effectivement, moi, je viens vous parler aujourd'hui de l'atelier Bocage, qui une initiative de Bocage, qui est une marque du groupe Eram, pour répondre effectivement à ces enjeux et ces pressions. Donc, je peux pas prendre la main sur la présentation. On va passer les slides. Du coup, je vous fais un petit. Donc voilà, donc, comme je vous disais, le Bocage fait partie du groupe Eram, avec du coup TBS également qui prendra la parole après au travers de Franck. Et donc voilà, ça reprend un petit peu ce que vous disiez, Laure, sur comment dire. Ah, ça c'est maintenant ma slide d'après, pardon. Donc ça va, je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose de global. En tout cas, pour dire que tout le groupe est engagé dans une démarche, une initiative globale qui est Change for Good et qui, en fait, voilà, on veut prendre, comment dire, on veut s'engager. Toutes nos marques doivent s'engager enfin, dans le respect. Ah, j'ai l'impression que j'ai un écho énorme. Dans le market, tout ce qui est RSE, et donc Bocage en fait partie. Je veux bien que vous avanciez du coup sur la présentation. Donc voilà, donc on est parti en fait du postulat il y a déjà 4 ans de cela, que la mode était une industrie qui était extrêmement consommatrice de ressources, qui avait un impact sur l'environnement, sur la planète qui était non négligeable, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des volumes de production qui sont faramineux. Vous disiez, Laure, qu'il y a 60% de la garde-robe qui n'est pas portée. Parfois, on trouve même du 70% de la garde-robe qui reste dans nos placards sans être utilisée. Et malheureusement, la fin de vie des produits reste un enjeu puisque parfois, c'est une industrie qui ne permet pas de tout recycler ou de pas tout réutiliser. Et donc, il y a des pratiques d'enfouissement ou d'incinération qui, évidemment, posent d'énormes problèmes pour notre planète et puis des questions d'éthique, évidemment, qui sont qu'on doit forcément aborder. Donc, on a voulu, chez Bocage, résoudre cette équation un petit peu compliquée, voire impossible, entre ce contexte global d'un marché qui est compliqué, qui est en mutation, avec des changements drastiques de consommation, notamment, et puis de ressources limitées, et des pressions sur les matières premières qui augmentent. Donc nous, chez Bocage, on a voulu essayer d'apporter une réponse à ces fameux enjeux, en générant de la croissance, évidemment, en tant qu'entreprise. En essayant de réduire notre consommation de ressources, en gardant quand même ce qui est notre promesse à nos clients et clientes, c'est-à-dire que de ne pas renier la mode et le style, qui est au cœur évidemment de notre ADN et puis de ce qu'on fait. De toute façon, on fait des chaussures, on fait des accessoires, on fait des sacs, mais comment concilier tout ça. Donc, on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil qui s'appelle Imaginable, et on a réfléchi tous ensemble aux pistes en tout cas que l'on pouvait considérer. Et on a rapidement, on s'est tout de suite tourné vers un nouveau modèle. On s'est dit que sur le marché, à l'heure où on a eu cette réflexion, qu'il n'y avait pas de modèle qui proposait justement une alternative de consommation plus respectueuse, tout en conservant une partie de la mode et le style qui est évidemment au cœur de nos collections. Et du coup, on a imaginé ensemble une offre nouvelle, disruptive, pour nos clientes, de pouvoir s'épanouir et en même temps d'avoir une consommation engagée et responsable. Et donc, on est arrivé à l'atelier Bocage. Donc, je vais revenir un petit peu sur la genèse de tout ça, puisque évidemment, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est l'aboutissement de presque 3 ans de test and learn, d'ajustement,
d'amélioration. Mais évidemment, ça a été une démarche qui a pris du temps, un peu de test and learn. On a dû essayer des choses, revenir sur nos pas et élargir également notre offre. Donc aujourd'hui, notre offre de l'atelier bocage, c'est qu'on offre la possibilité pour nos clientes de louer leurs chaussures, donc leurs chaussures neuves, et de changer tous les 2 mois de paires de chaussures, avec un prix été et un prix hiver. Ce changement de prix s'explique par des prix d'achat qui sont inférieurs en été qu'en hiver. Et à la suite de ces 2 mois d'usage, toutes les paires sont renvoyées dans nos ateliers de Montjean-sur-Loire, donc qui est notre usine en fait, qui fait partie du groupe ERAM, où elles sont reconditionnées et proposées en seconde main. Donc ce qui permet aux clientes finalement d'être toujours à la pointe de la mode, on va dire, de se faire plaisir, d'oser, de porter d'autres chaussures, etc. sans alimenter une garde-robe de plus en plus importante et sans finalement les laisser mourir dans un coin. Ça leur permet de changer sans conserver les paires. Donc je veux bien qu'on avance. Donc, comment ça marche l'atelier bocage? En fait, il y a 2 possibilités pour les clientes. Elles peuvent s'abonner en ligne sur l'atelier-bocage.fr ou dans une des 50 boutiques atelier bocage. En tout, on a un réseau d'une centaine de boutiques. Donc, on couvre à peu près la moitié de notre réseau physique. Elle peut choisir sa paire. Donc, soit aller la chercher directement en boutique, soit la faire livrer chez elle pendant 2 mois minimum. C'est un engagement de 2 mois. Et 2 mois plus tard, elle recommence, elle renvoie sa paire et elle change de paire. Voilà, donc que derrière ma paire portée, j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc pourquoi louer ses chaussures? Donc ça, c'est un peu le discours, le discours qu'on a de nos clientes. Elles ont la possibilité d'accéder à une collection de plus de 300 références par saison. Ça leur permet de désencombrer leur dressing, de ne pas le remplir sans fin, etc. Et puis de se laisser guider aussi en boutique lorsqu'elles se rendent en boutique. Être plus responsables parce qu'elles offrent une seconde vie à leurs chaussures et de consommer local parce qu'elles font, au travers de l'atelier bocage, ça nous a permis d'avoir des personnes dans nos ateliers qui sont dédiées au reconditionnement des chaussures. Donc, lorsqu'on a lancé ce projet, en fait, date de 2018, en octobre, où on avait 6 boutiques pilotes. On était en phase de test au départ pour avoir une petite rétrospective sur le projet. Au départ, l'idée était de ne louer que les paires made in France. Ça représente à peu près 30% de nos collections. On s'est vite rendu compte que finalement, c'était pas forcément quelque chose qui était demandé par nos clientes. Donc, on a élargi à toute la collection femmes. D'où les 300 références par an et non plus la trentaine, enfin les 90 paires que ça représentait au départ. Donc on a élargi l'offre. Maintenant qu'on rentre dans une boutique bocage, toutes les paires peuvent être louées indistinctement de leur origine. En 2019, on est monté à 36 boutiques face au succès qui en fait ça a tout de suite pris. Et aujourd'hui, on arrive à 50 boutiques. Et sur 2021, on a 20 boutiques en plus qui vont rejoindre l'atelier bocage. Donc, on sera à 70 boutiques sur notre centaine de boutiques. On a eu des retombées médias inespérées, plutôt des médias corporate, la presse institutionnelle dans un premier temps, qui s'est tout de suite emparée du sujet. Et qui, on a eu beaucoup de journalistes, beaucoup d'interviews, une prise de parole assez forte sur le sujet. Et dans un second temps, plus la presse mode qui finalement a fini par s'intéresser aussi à l'atelier bocage. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on le split entre l'abonnement en ligne et l'abonnement en boutique, elle est à peu près, elle est de 50-50. On pense que, ces derniers mois infirment un peu cette donnée puisqu'on assiste à une montée de l'abonnement en ligne
de facto, déjà avec le confinement qui nous a obligés de fermer nos boutiques. Et puis, on a vraiment simplifié l'atelierbocage.fr avec une expérience utilisateur qui a été vraiment simplifiée, où les clientes peuvent tout faire en ligne, louer, renvoyer leurs paires, les recevoir chez elles, etc. Elles ont vraiment maintenant la main dans leur espace. Donc ça a vraiment permis aussi voilà, elles se sont appropriées l'outil. Mais voilà, la boutique, évidemment, reste le lieu de conseil pour nos conseillers de vente, un numéro 1. Et puis, on a vraiment des boutiques, c'est là qu'on voit les disparités aussi. Les boutiques qui sont vraiment emparées du sujet ont des taux d'abonnement qui sont vraiment importants, ce qui est un peu moins vrai sur les boutiques où il y a encore un petit peu de travail à faire sur l'adoption du projet. Hop, alors je ne vois plus la présentation. Oui, on va la remettre dans 2 secondes. Oui, je vous en prie. C'est quelqu'un qui a démarré un autre partage. On remet la première. Alors, je vois un petit peu les questions, donc je vais essayer Alors, le reconditionnement, je vais en parler un petit peu plus tard. Et puis après, les questions sur la production et ces fameux 2 mois, je vais y répondre aussi. Voilà, et on voit aussi un rajeunissement de nos clients. Là où sur Bocage, on a une moyenne d'âge de 45 ans à peu près, on a un delta de presque 10 ans en fait entre la moyenne d'âge de Bocage et de l'atelier Bocage. Donc ça, c'est vrai que ça nous a permis aussi de rajeunir nos clientes et d'en capter de nouvelles également au travers de l'atelier Bocage. Donc, je veux qu'on passe. Donc ça, j'ai passé rapidement. Ça, c'était justement le fait que maintenant, l'expérience peut être 100% digitale. Et ça permet aussi d'accéder à des lieux en France où il n'y a pas de boutique Bocage, parce qu'on est une marque de centre-ville. Et du coup... et une fois reconditionnées, les paires sont mises en vente dans des corners qu'on a appelés comme neuves. Donc, ce sont des corners en fait de seconde main qu'on a dans certaines de nos boutiques Bocage, donc avec un espace dédié, un univers très différent aussi, qui se distingue vraiment et se détache de Bocage, avec des coloris pop, etc. Donc, on a bien distingué nos 2 offres, et comme neuve marche très très bien aussi. J'ai pas la présentation. Oui, je suis désolée, on la remet en fait. Non, mais sinon, je vais peut-être du coup répondre un petit peu aux questions pendant ce temps-là. Sur le reconditionnement, alors une fois que les paires de chaussures sont renvoyées, donc soit par la poste, soit déposées en boutique, elles sont renvoyées dans un premier temps dans notre entrepôt, et elles partent ensuite à la manufacture, donc qui est notre usine dans le Maine-et-Loire, où elles sont. Il y a tout un cycle en fait de reconditionnement. Elle passe par déjà un processus d'ozonification qui permet d'enlever tout ce qui est bactéries, champignons, etc. Donc ça permet vraiment de nettoyer la paire en profondeur. La première de propreté, qui est la petite semelle intérieure, est changée également. On remet la forme dans la chaussure, donc ça permet d'adresser les freins liés à l'hygiène et au confort. Donc c'est vrai que sur la chaussure, c'est différent du vêtement, dans le sens où on a des freins qui sont bien plus importants sur la seconde main et qui ont tout de suite été des freins qui apparaissaient très vite dans les tables rondes qu'on a pu mener, ou les enquêtes clientes, où on a dû tout de suite trouver des solutions et rassurer. Donc ça nous a permis aussi de développer une compétence et de pouvoir déposer un brevet de reconditionnement. Un brevet de reconditionnement. Alors, du coup, j'ai toujours pas la présentation. Donc Agathe pose la question sur le reconditionnement et la production.
Non, le but étant vraiment de réduire la production. On aimerait, d'ici 2030, réduire de 25% la largeur de notre offre pour laisser la place justement à la location. Donc, ça fait vraiment partie d'un nouveau business model qui impacte également les collections bocage au global. Donc, on a déjà commencé à réduire la largeur de l'offre et la profondeur également. Donc, c'est vraiment un double effet. Et pourquoi 2 mois parce que c'est assez court, mais c'est vrai qu'on avait aussi des demandes de pouvoir, malgré tout, changer de chaussures. Et le fait de pouvoir les récupérer, de les reconditionner et de les réinjecter dans les corners comme neuves nous permet en fait d'allonger la durée de vie du produit. Et dans cette optique, d'ailleurs, donc la question n'a pas été posée, mais c'est vrai que donc là, on loue nos chaussures une fois. Le but maintenant, c'est de la louer une seconde, voire une troisième fois. Donc là, on va commencer les tests d'ici mars dans 2 boutiques pour louer plusieurs fois une chaussure qui a été louée une première fois. Donc les chaussures qui sont dans les corners comme neuves vont pouvoir être louées. Donc voilà, donc on rentre dans le test là dans 2 mois en espérant qu'il n'y ait pas de fermeture de boutique. Ça devait être fait l'année dernière. Malheureusement, l'actualité nous en a empêché et a un petit peu compliqué tout cela. Mais sur la location, de continuer les cycles de location. Voilà, donc la suite. Donc ça, c'est tous nos projets. Donc, on va lancer un e-shop comme neuve, donc imminent, normalement ce mois-ci, si on n'a pas de problème technique. On va avoir de nouveaux corners comme neuve. Donc, je vous en parlais là à l'instant, une nouvelle offre de location de seconde main de courte durée. Donc là, plutôt à la semaine. L'idée étant pour ces cycles de location suivants, que le reconditionnement puisse se faire en boutique directement, avec un mini poste de reconditionnement, on va dire, sans renvoyer les paires à chaque fois à la manufacture. Parce qu'on se dit que sur des petites durées, la chaussure ne devrait pas être abîmée, ni même avoir de nouveau être passée par ce traitement antibactérien. Donc ça sera en mars aussi, enfin un petit peu après le lancement de Comme Neuf by Bocage. Et il y a un projet plus large au sein du groupe, une plateforme de chaussures de seconde main avec toutes les marques centre-ville du groupe. Alors, je vais essayer d'adresser les questions peut-être maintenant. Donc là, c'est sur les conclusions de ce modèle. C'est vrai que nous, ça nous a permis d'adresser différents pans de la RSE. Que ce soit sur les volets sociaux et sociétaux. C'est vrai que ce fameux brevet, donc ça a été vraiment une nouvelle expertise qui a été développée avec la R&D dans nos équipes internes qui ont permis d'écrire et de déposer ce brevet également et de former des collaborateurs à ce reconditionnement. En boutique, les équipes ont adhéré, donc je vous disais plus ou moins fortement, mais en tout cas, c'est quelque chose maintenant où elles sont, où elles ont vraiment des objectifs aussi. Au départ, on a eu un peu des levées de boucliers en disant oui, mais je préfère vendre que de louer, parce que forcément le prix n'est pas le même. Mais tout maintenant, c'est vrai qu'on a un bon. Les équipes ont compris que ça faisait partie de notre stratégie et que c'était aussi générateur de chiffre d'affaires et valorisant aussi de pouvoir participer à tout ça. Et environnementaux, puisque on passe d'une logique de possession à une logique d'usage. Finalement, les clientes ne possèdent plus leur paire, mais elles l'utilisent. Hein. C'est le fameux habiller plutôt que de vendre des vêtements. Donc c'est chausser plutôt que de vendre des chaussures, répondre aux besoins en fait de se chausser tout en se faisant plaisir et de pouvoir réemployer des paires qui peut-être prendre une paire, je sais pas, de boots dorés, on les aurait portées une saison et puis ensuite elles seraient restées dans nos placards. Donc là, ça permet aussi d'adresser ces enjeux. Et l'objectif à terme, là, comme je vous disais, c'est vraiment de consommer moins mais mieux. Donc c'est aussi réduire notre nombre de références et notre profondeur d'offre également. Et économique, puisque
la seconde vie des produits et, on espère, la relocation successive de ces chaussures, voilà, d'être génératrice de chiffre d'affaires et d'être rentable. Donc, on pense atteindre la rentabilité en 2022. Ça a été un petit peu bousculé par, évidemment, cette fameuse crise sanitaire qu'on traverse tous. Mais voilà, on est très enthousiaste et ça marche encore très bien. Alors, donc je vais peut-être essayer de répondre aux questions si je suis encore dans le timing. Laure, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Le brevet est encore un brevet fermé, oui, tout à fait. Pour l'instant, on a des projets aussi au sein du groupe puisque finalement c'est un modèle qui peut être duplicable, évidemment. On pourrait reconditionner des chaussures d'autres marques. Donc il y a des projets également avec certaines marques du centre-ville de pouvoir l'élargir. Oui, merci beaucoup, Mélissa. En fait, on se dit qu'on va peut-être prendre toutes les questions à la fin. Oui, très bien. On va laisser du coup la parole à Franck. Du coup, je repartage tout de suite la présentation. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? Parfait. Super. Vous me donnez le go, du coup? Bonjour à tous. J'ai le go, là, c'est bon? Je peux y aller, Laure? Ok. Bonjour à tous. Je suis également ravi d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce beau projet TBS qui est le projet ressources. Pour commencer, TBS est une marque qui est née du sport il y a un peu plus de 40 ans, en 1978, et qui, comme le disait Mélissa, fait partie du groupe ERAM. Donc voilà. Le projet ressources est arrivé en 2019 avec la forte envie à la fois stratégique et de l'ensemble des collaborateurs de naître. L'idée, c'était d'arriver aussi sur le marché avec une offre qui plutôt singulière. On connaît tous et on voit tous le marché de la chaussure exploser sur l'éco-conception. L'idée vraiment du projet ressources, c'était d'arriver avec une offre qui était complètement différente dans son approche, et vous le verrez un petit peu plus tard, dans sa manière de voir l'industrialisation et la revalorisation de l'ensemble des parties de la chaussure. Et c'est ce qui fait aujourd'hui véritablement la singularité du projet, c'est que notre chaussure du projet ressources est broyée dans une machine avec un process particulier, et broyée sans démantèlement. Donc ça, c'est un terme un petit peu technique. Sans démantèlement, ça veut dire que la chaussure, elle est prise dans la main et déposée en état dans une broyeuse. Donc il n'y a aucune étape de tri ou de nettoyage ou autre. Donc voilà, c'était l'idée vraiment d'arriver avec une solution forte et singulière sur le marché pour aller aussi chercher, c'est clair, en termes de marketing, de la différenciation sur un marché qu'on trouve déjà assez atomisé et on peut le voir parce que toutes les semaines, des petites marques émergent avec des solutions éco-conçues. Donc on est très challengé à ce niveau-là. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc le projet, voilà ce que je disais, hein, pourquoi est-il innovant, pardon. La première des choses, c'est qu'il utilise un nombre de composants extrêmement réduit, et ça c'était un des prérequis pour qu'il rentre dans le process de broyage. C'est qu'il a fallu en fait repenser la chaussure d'une manière dont on n'avait pas du tout l'habitude. C'est-à-dire que TBS est une marque de plus de 40 ans, comme je le disais. Ce qu'on appelle chez nous, on est des go d'acier, c'est-à-dire qu'on a l'amour de la chaussure faite correctement avec des matériaux nobles, et on utilise exclusivement, on utilise énormément le cuir. Là, il a fallu changer notre fusil d'épaule. Et il a fallu réfléchir à la manière dont on pouvait concevoir une chaussure de manière complètement différente. Donc, il y a eu un véritable
moment de design thinking autour de la chaussure, et avec les designers, on a travaillé sur la manière dont on pouvait réduire le nombre de matériaux, un travail également sur le patronage et sur l'industrialisation. Donc voilà. Donc une chaussure broyée sans démantèlement, c'est aujourd'hui ce qui fait vraiment la différence de ce projet par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est son élément de singularité. Voilà, à ce niveau-là, elle fait vraiment la différence dans le sens où il n'y a pas de tri, pas de nettoyage, il n'y a pas d'éléments durs, je dirais, quand je dis éléments durs, il n'y a pas d'œillet, pas de cambrion, il n'y a pas de partie métallique sur la chaussure qu'il faut enlever. Donc ça, c'est véritablement la singularité du projet. Et au-delà de tout ça, le process va jusqu'à la revalorisation de la matière, puisque la chaussure, comme je vous le disais, elle rentre dans un cycle de broyage en état, et par un cycle de micronisation, en fait, elle se transforme en petites granules qui vont de nouveau être réinjectées pour la fabrication de semelles ou de plaques caoutchouc que nous, on utilise également pour la fabrication des dessus de chaussures. Donc voilà. Je veux bien, voilà, très bien. Ce qu'il a apporté, alors il nous a apporté effectivement pas mal de bonnes ondes positives. On a gagné, on était lauréat des trophées de la mode circulaire fin d'année dernière, au mois de novembre, à Lille. Donc on a été récompensé pour ce projet. Acteur du changement, effectivement, en interne et en externe. C'était vraiment la volonté aussi de ce projet. L'idée de ce projet aussi, c'est qu'il soit vraiment ce qu'on appelle c'est un peu la locomotive pour nous de tout notre projet d'entreprise qui s'oriente sur 3 points, dont l'éco-conception. Donc le projet d'entreprise s'oriente autour de l'éco-conception, le fabriquer en France, puisqu'on a toujours des sites de production en France avec le groupe ERAM, et autour de l'innovation. Voilà. Une vision différente de la chaussure, comme je vous le disais tout à l'heure, le métier de la chaussure est un métier très ancien, avec des fortes habitudes et des méthodologies et des process industriels assez anciens qui n'ont pas forcément trop évolué. On travaille des matières aussi essentiellement, on travaille, je dirais, plutôt souvent les mêmes matières qui chez nous sont le cuir. Donc il a fallu vraiment changer notre vision des choses pour nous adapter à des matériaux qu'on n'avait pas l'habitude du tout de travailler chez nous, qui sont le caoutchouc sur le dessus de la chaussure et des matières recyclées qui peuvent, avec le temps, nous amener à quelques problématiques. Ce sont des matières qui bougent aussi un petit peu avec le temps. Donc voilà, singularité sur le marché, je crois que je vous en ai déjà parlé, puisqu'on est vraiment les seuls sur le marché à proposer cette offre. Et puis un projet fort pour la marque et ses collaborateurs, c'est vraiment pour le coup à la fois un projet qui rentre dans la stratégie globale de la marque, mais c'est également un projet qui est embrassé par l'ensemble des collaborateurs et pas simplement les collaborateurs qui travaillent au sein du département chaussures. C'est vraiment un projet qui est embrassé par l'ensemble de la marque et qui porte aussi très haut les couleurs de la marque. Et ça donne énormément de sens par rapport aux enjeux de demain. Donc, on a voulu aussi creuser. On parlait un petit peu de cycle de vie. Tout à l'heure, je voyais qu'il y avait des questions sur le cycle de vie du produit. On a effectivement travaillé sur cette étape-là qui nous paraissait indispensable pour pouvoir aussi un petit peu piloter l'avancée de notre développement et de notre recherche sur l'innovation. Et on voit un petit peu, si vous reprenez cette slide, elle est assez intéressante, tout le travail qui a été fait saison après saison, puisqu'on y est depuis 2019, avec sur la partie gauche un pied, je dirais, un classique chez TBS, c'est-à-dire qu'une semelle caoutchouc classique, pas recyclée, et une tige en cuir. Voilà, c'est un petit peu la signature et l'ADN de TBS. Donc on est sur un produit très qualitatif, et on voit aujourd'hui qu'on avait un ACV à 11,2. Avec une production en Asie. Donc une production, quand je dis production en Asie, on est essentiellement sur le bassin Vietnam. Ensuite, on a un deuxième ACV
avec la même composition de chaussures, mais sur un bassin proche qui est le Portugal. Donc, on faut savoir que TBS produit énormément aussi sur ce bassin-là, de manière historique, notamment pour la partie bateau et tennis. Et puis, il y a eu le démarrage du projet ressources. Donc là, on a la deuxième version de la ressource qui a été montée avec une semelle qui est déjà éco-conçue, puisqu'elle est composée à 70% de caoutchouc recyclé, de 20% de caoutchouc naturel et de 10% de caoutchouc synthétique. Là, sur cette première version, on a utilisé des matières pour travailler le dessus de la tige qui n'étaient pas recyclées, puisque voilà, on défriche un petit peu sur ce marché, sur cette industrie de la chaussure vraiment assez ancienne, je dirais. On défriche et on avance step by step. Donc, la première ressource n'était pas la tige de la chaussure, en tout cas le dessus, n'était pas essentiellement construit, je dirais, avec des matériaux recyclés. Et puis on a fait évoluer les alternatives aussi que nous propose l'ensemble de nos fournisseurs s'étoffent de saison après saison. Et aujourd'hui, on est passé avec vraiment un modèle ressource, qui est la ressource 3, qui aujourd'hui est composée de la même semelle que la ressource 2, mais avec une tige, un dessus, qui est fabriqué à base de matériaux qui sont, eux, recyclés et recyclables. Donc, vous voyez que la CV a une courbe quand même descendante et on continue de travailler avec le département recherche et développement à essayer de faire baisser cet ACV. Donc, on a d'autres alternatives. On pourra y revenir un petit peu plus tard si j'ai 2-3 minutes. Je profiterai de ce webinaire pour vous présenter un projet sur lequel nous travaillons et qui donne énormément de sens aussi au sujet du jour qui est pour coller vraiment au sujet du jour et qui est pile dans la thématique. Donc, si j'ai un petit peu de temps, je me permettrai de vous le présenter. Les difficultés qu'on a rencontrées, on en a rencontré quelques-unes quand même, à plusieurs ordres. La première, c'était déjà avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc là, il a fallu vraiment un alignement complet et une stratégie vraiment d'alignement interne entre la direction, le marketing, le commerce et la finance. Un produit seul sur le marché aujourd'hui, s'il n'est pas accompagné par le commerce, s'il n'est pas accompagné par le marketing, par la finance aussi, parce que si on a un petit peu de temps, je vous expliquerai aussi que ces projets-là, c'est des investissements à la fois importants, mais ce sont des investissements en termes de marge, puisqu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de marge que le collectionning classique. Donc c'est tout un ensemble c'est l'alignement complet de la marque en fait sur ce projet. Ensuite, on a effectivement toutes les difficultés techniques, puisqu'on utilise un nombre de composants beaucoup moins important que sur les autres. Il a fallu retravailler tout ce qui est patronage. Il a fallu aussi apprendre à travailler des nouveaux matériaux qu'on n'avait pas l'habitude de travailler, puisque essentiellement, nous, on est vraiment concentré sur le cuir. Aujourd'hui, le fait de travailler du caoutchouc sur la tige, on a été face à des difficultés qu'on n'avait jamais rencontrées, en tout cas jusqu'à présent. Effectivement, difficulté ça regroupe un peu les difficultés financières sur le coût du caoutchouc. Les matériaux recyclés, malgré tout, sont un peu plus onéreux, quoi qu'on en pense, que les matériaux que l'on trouve sur le marché. Et ça, voilà, ça a un impact clair et net sur le prix de revient de la chaussure. Et puis, le dernier élément, c'est l'appétence du marché. On voit aujourd'hui qu'au niveau de l'agroalimentaire, au niveau du textile, je pense que ça commence véritablement à rentrer dans les mœurs et dans la façon de consommer. Aujourd'hui, sur la partie chaussures, on voit qu'on a un certain nombre d'acteurs, même s'il y a énormément d'envie, et on voit qu'aujourd'hui, on a encore quelques liens au niveau de certains réseaux. On a des réseaux qui répondent beaucoup plus favorablement à ces demandes. Donc voilà. Globalement,
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'aimerais profiter de ce petit moment. Alors, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps avant de commencer à répondre aux questions ou je répondrai aux questions un peu après. Mais juste pour vous dire qu'on a une démarche très vertueuse et qu'on est assez jusqu'au boutiste chez TBS. Et puis, pour revenir sur vraiment la thématique du jour, aujourd'hui, en fait, on est en train de travailler. Vous voyez ce produit, j'espère que vous le voyez bien. Donc, c'est un produit qu'on est en train de développer, qui devrait arriver en collection pour l'hiver 21, qui est à base de laine. Donc, c'est une laine qui est récoltée et feutrée en Bretagne. Donc, c'est une laine qui provient des moutons des îles du Morbihan et qui est feutrée en Bretagne. C'est véritablement pour nous là une alternative encore plus jusqu'au boutiste. Et il faut juste savoir que la laine est considérée comme un véritable déchet. Et l'idée en fait de ce projet aussi, c'est d'aller à la fois sur la revalorisation de la matière, puisqu'il faut savoir que 90% de la laine qui est tondue en France part en Asie pour être transformée. Donc l'idée, c'est qu'à notre niveau, on essaye de revaloriser cette matière et également, en revalorisant cette matière, c'est de revaloriser un savoir-faire artisanal qui s'est un peu éteint en France. Donc voilà, c'est un projet aussi qui vient compléter, je dirais, notre engagement en termes d'éco-conception chez TBS, et on continue d'avancer et on continue de réfléchir à des projets qui seraient encore plus vertueux. Voilà. Alors, je ne sais pas si je commence à répondre aux questions ou si il faut que j'attende la fin, pardon. On va faire... Laure, est-ce que tu peux... Oui. Merci beaucoup, Franck. Désolée pour tout à l'heure, on avait un petit souci de micro. En fait, on va passer à la présentation de Héloïse pour Tomojo. Et en fait, on répondra aux questions à la fin, parce qu'il y a peut-être des questions aussi qui seront communes entre les deux premières présentations. Ok, très bien, ça marche. Merci beaucoup. Alors, Héloïse, j'envoie la présentation. Super. Alors... C'est bon? Super. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis aussi ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter Tomojo. Donc Tomojo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croquettes pour chiens et chats à base de protéines d'insectes. Donc c'est une jeune entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui a pour but de fournir une alimentation durable et saine pour les animaux de compagnie. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Alors, on s'est rendu compte que la plupart des propriétaires de chiens et de chats qui étaient sensibles à l'écologie avaient un peu un dilemme concernant l'alimentation de leur animal. C'était soit on allait fournir une alimentation qui était premium, donc par exemple avec des morceaux de viande. Donc, on peut passer l'animation. Je regarde. Super. Une nourriture donc premium qui est donc destructrice pour la planète. Donc, c'est par exemple... ça s'appelle du barf, donc on allait fournir des morceaux de poulet, des morceaux de bœuf pour son animal. Donc en termes de nutrition, c'est top. En termes d'acides aminés, en termes de protéines, c'est ce qui peut avoir de mieux pour les animaux. Mais d'un point de vue écologique, ça a vraiment des conséquences, notamment à cause de l'élevage et les conséquences qu'on connaît tous, donc sur les émissions de CO2, sur la déforestation et sur une consommation aussi en eau qui est assez importante. Donc ça devient en fait... ça vient en incohérence avec les messages qu'on va recevoir, et exactement sur cette slide-là. Et d'un autre côté, donc si on repasse à la slide précédente, l'autre dilemme, c'est sinon, si on veut être plus écologique, on va acheter des croquettes dans des supermarchés qui sont plus écologiques parce que ça va utiliser des sous-produits animaux. Donc, ça va utiliser en fait les restes des animaux qu'on n'a pas utilisés dans la chaîne de production pour l'alimentation humaine, mais d'un point de vue traçabilité, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Et il y a aussi des conservateurs artificiels, donc il n'y a pas d'études réelles qui ont montré des effets donc, sur le court terme des conservateurs artificiels, mais certaines études montrent que ça peut aggraver le risque de cancer chez les animaux. Donc voilà, donc on a vraiment ce dilemme-là. Et donc nous, juste en substituant la protéine animale par de la protéine d'insecte, qui est aussi un animal, ça permet justement de fournir une solution
qui est écologique, on va le voir après, qui est saine pour les animaux de compagnie et des insectes qui sont élevés aussi dans des fermes certifiées verticales pour que ça prenne moins d'espace moins d'espace pour un rendement plus efficace. Donc on peut passer justement sur la solution. Donc nous, on utilise des mouches soldats noirs. Donc ce sont des larves de mouches soldats noirs et voici un peu les impacts écologiques que ça a sur la planète. Donc ça consomme quasiment 200 fois moins d'eau que pour produire 1 kg de poulet. Ça va émettre aussi 100 fois moins de CO2 que pour produire 1 kg de bœuf. Donc ça, c'est pour les aspects écologiques, c'est vraiment des aspects qui sont très intéressants. Mais aussi d'un point de vue santé, d'un point de vue nutritif, on s'est rendu compte que la protéine d'insectes était tout aussi riche en acides aminés, donc ce qui fait la qualité d'une protéine, que le poulet ou le cabillaud. Et c'est une protéine aussi qui est vraiment hautement digestible. Souvent, les vétérinaires vont justement promouvoir l'aspect assimilable, donc qui est plus digeste de la protéine d'insecte, qui serait même similaire à la farine de poisson, qui est vraiment aussi recommandée par les vétérinaires. Donc, on a d'un côté des impacts écologiques qui sont vraiment très intéressants, et de l'autre, une protéine qui est saine et qui, justement, correspond aux besoins des chats et des chiens. Et donc, voici sur nos produits. Donc, pour le moment, on a été les premiers au monde à avoir lancé une gamme de croquettes aux insectes pour chats. Donc, ça date d'il y a un peu plus d'1 an. Et on a commencé Tomojo par des croquettes pour chiens. Donc, on a été l'un des premiers acteurs aussi à avoir lancé ces croquettes. Et on a aussi une gamme de friandises, mais que je ne vais pas montrer là, mais qui vient d'être lancée. Et donc, c'est une recette saine parce que, donc là, c'est une photo qu'on a prise dans notre atelier en Mayenne. C'est une fabrication qui est française. C'est aussi des croquettes qui ont été formulées avec des vétérinaires. Donc, on a élaboré cette recette avec 2 vétérinaires spécialisés en nutrition qui nous ont vraiment aidés à donner justement une formulation la plus idéale possible pour les besoins des animaux, que ce soit sur le taux de protéines, sur le taux de glucides, etc. Donc d'avoir vraiment des avis d'experts là-dessus. Et aussi, contrairement à d'autres produits d'alimentation animale, notamment au goût de saumon, il n'y a pas d'antibiotiques qu'on peut retrouver dedans, donc il y a 0 antibiotiques, et il n'y a pas de conservateur artificiel, contrairement à d'autres croquettes. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu les impacts concrets qu'ont 20 kg de croquettes chez nous par rapport à une alimentation à base de bœuf. Donc ça c'est une analyse de cycle de vie qu'on a faite en interne avec une chercheuse d'Oxford. Et donc en gros 20 kg de nos croquettes, ça permet d'économiser 150 kg de CO2, donc ça représente un pare-lille en voiture, 100 baignoires d'eau, et de préserver 140 mètres carrés d'espace agricole, justement grâce au fait d'avoir simplement substitué la protéine de viande ou la protéine de volaille à une protéine justement d'insecte qui est une protéine animale. Donc on peut passer à l'autre. Donc voilà, ça c'était notre impact en 2020 avec notamment toutes les commandes qu'on a pu avoir. Donc en termes de litres d'eau, ça fait quand même beaucoup. Pareil pour les émissions de CO2. Donc avec 470 vols Paris-New York évités. Et donc nous, ce qu'on veut vraiment transmettre comme message, c'est que ça ne va pas non plus changer le mode de vie du propriétaire de chiens et de chats, c'est juste trouver un moyen sensé qui peut combiner les deux, l'aspect écologique et l'aspect nutritif, juste en changeant une protéine. Donc là, on peut passer. Et alors forcément les freins, donc les freins notamment liés à c'est vraiment des freins liés à ce nouveau marché. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est les premiers, parmi les premiers acteurs au monde à avoir lancé ces croquettes aux insectes. Et en fait, le premier frein auquel on a eu affaire, c'est le fait que les gens ne se rendent pas forcément compte que leur animal, comme nous aussi, on a un impact environnemental. Et donc on a notamment essayé de faire un test un peu ludique sur 4000 personnes. Entre, d'après vous, qui a une empreinte carbone la plus élevée entre un 4x4 qui parcourt 10 000 km et un chien de 30 kg? Et là, vous voyez bien qu'il y a 88% qui a répondu le 4x4, alors que d'après une étude, notamment de 2 scientifiques Veil, c'est le chien de 30 kg, notamment à cause de sa consommation de viande. Et un chien de 30 kg par an émettrait en moyenne 2 tonnes de CO2, là où
justement, le 4x4, ça sera à peu près 1,5 tonnes par an. Donc, c'est vraiment des aspects qui sont intéressants à montrer par des comparaisons assez simples. Et aussi, donc, les autres freins qui sont liés au nouveau marché. Donc, on essaie de communiquer un peu notre message sur les réseaux sociaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est les commentaires. Et c'est vrai que là, je vous ai montré les 3 commentaires qu'on voit qui représentent un peu les freins qu'ont les personnes face à ce nouveau produit. Donc déjà, il y a par exemple, les chats sont carnivores et non insectivores. Alors ça, c'est un amalgame qui se passe parce que les chats et chiens ont besoin de protéines animales. Et donc l'insecte est un animal. Et que effectivement, les chats sont des carnivores stricts. Les chiens sont des carnivores opportunistes. Donc les chiens peuvent manger de la viande s'ils en trouvent sur leur chemin, mais ils pourraient vivre avec peu de viande, là où les chats, c'est vraiment très important d'avoir une protéine justement animale. Or, les insectes sont des animaux, donc c'est vraiment l'amalgame entre carnivore et insectivore. Sinon, il y a aussi d'autres personnes qui nous parlent plutôt sur l'aspect végétal. Donc, pourquoi ne pas avoir utilisé une protéine végétale? Donc là encore, c'est parce que les chats sont des carnivores stricts et les vétérinaires ne recommandent absolument pas de manger, de fournir une alimentation uniquement végétale pour les chats. Ça aurait des conséquences vraiment difficiles pour leurs reins. Donc voilà. Et après aussi, pareil, on parle d'un chien, pas d'un oiseau. C'est parce que en fait, souvent les gens pensent que les chiens et les chats n'en mangent pas dans la vie actuelle. Mais en fait, si, ils en prennent et ils vont beaucoup plus être là dans le monde naturel. On verra beaucoup plus un chien manger une mouche ou un chat qu'un bœuf ou un saumon de l'Atlantique. Donc c'est ce genre de frein dont on doit justement faire face. Mais on essaie tant bien même de pouvoir justement éduquer. Il y a vraiment un gros travail d'éducation là-dessus, sur cette nouvelle protéine. Et ce qui nous a vraiment aidé pour le coup chez nous, c'était donc le fait de faire des articles blog, d'éduquer au maximum, de faire des vidéos un peu ludiques, des tests, etc. Mais ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est d'avoir sur notre site les avis vérifiés donc de tous nos clients qui le mettent, justement, qui mettent sur le site. Et qui permet déjà aux prospects de se rendre compte de nos produits en toute transparence et même pour nous de voir voilà, s'il n'y a pas des choses qui reviennent régulièrement, sur quel sujet on peut travailler, si l'expérience d'achat se passe bien. Et donc là, pour le moment, on a récolté à peu près 700 avis depuis 1 an et on a une note qui est de 4,3 sur 5. Donc on souhaite l'augmenter, mais c'est déjà un très bon début. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, je vous ai mis quelques avis récents, mais voilà, de voir que finalement, les chiens et chats les aiment bien, il n'y a pas de problème particulier pour eux. Ça, justement, parfois, ça permet d'éviter certaines allergies. Et aussi le fait que le sac soit biodégradable, j'ai l'impression que c'est un plus aussi dans les avis. Donc voilà pour nous et sur justement l'innovation Tomojo, sur l'impact environnemental qu'on a pu mettre en place depuis 2 ans. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez qu'on réponde tous ensemble. Après, peut-être. Merci beaucoup, Héloïse, pour la présentation. Je vous propose qu'on prenne un petit moment pour les questions tous ensemble. Alors. On peut peut-être commencer par les questions pour Tomojo, du coup, comme on vient de terminer là-dessus. Alors Yves demande si c'est un chien, qu'est-ce qu'un Français devra émettre au maximum pour respecter les accords de Paris? Quel est l'impact sur les prix? Ah oui, là je vois quel est l'impact sur les prix. Alors effectivement, sur l'impact sur les prix, on essaye au max, donc on est 10 à 20% moins cher que nos concurrents directs. Mais contrairement justement à d'autres croquettes qu'on peut trouver au supermarché qui sont autour de 3 à 4 euros le kilo, nous on est plus autour de 5 à 6 euros le kilo de paquets de croquettes. On sait que ça peut être un coût pour certaines personnes, mais après c'est vrai que c'est fabriqué en France, c'est de la protéine qui est élevée en Europe aussi, donc c'est il y a forcément, la fabrication française a aussi son prix, mais on essaie de mettre en place de l'abonnement qui permet de profiter de moins 10% sur chaque commande en s'abonnant, le parrainage aussi pour essayer de le rendre accessible le plus possible à toutes les personnes.
Personne en France. Ah oui, donc pour la personne d'Oxford, c'était une chercheuse en fait qui avait fait, qui voulait faire une étude de cycle de vie en France et qui était intéressée par les croquettes aux insectes et qui nous a contactés. Donc ça s'est fait assez naturellement et elle est venue du coup, voilà, passer 6 mois chez nous en France. Merci beaucoup. Il y avait une question sur les réseaux de distribution. Ah oui. Donc là, pour le moment, on est principalement en ligne, mais on a aussi des réseaux vrac. Donc on a des magasins en vrac partout en France, notamment à Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le Drive tout nu, qui est assez connu dans le milieu du vrac. Et sinon, après, on va mettre aussi en place certains produits dans la grande distribution. Notamment, on est en train de mettre en place avec Carrefour pour les croquettes. Donc voilà. Pour le moment. Et après, pensez-vous à la solution abonnement? Oui, l'abonnement, c'est quelque chose qu'on a déjà sur le site et qui permet de profiter de moins 10% sur chaque commande et de recevoir les croquettes de manière automatique. Donc, voilà. Et ouais, oui, le chien et le 4x4, bah, c'est une analyse qui a été faite par 2 chercheurs néo-zélandais. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques petites questions pour Franck, qui n'a pas eu de questions. Alors, il y avait une question sur l'outil de production. Est-ce que c'est un outil de production intégré ou est-ce qu'on... Voilà, si tu peux nous donner un peu d'éléments là-dessus. Et les difficultés qu'on a pu avoir si c'est pas intégré avec un partenaire extérieur, c'est ça, je crois, la question. Aujourd'hui, dans le groupe ERAM, on a encore 2 sites de production. Avec des spécificités bien particulières. Sur le recyclage de la chaussure, notre partenaire est portugais. Donc c'est lui qui depuis des années et des années travaille sur un process de micronisation, de broyage et de transformation en fait du caoutchouc de nouveau en matière réutilisable et qu'on peut réinjecter en fait pour refaire une chaussure ou une semelle. Donc nos partenaires sont portugais sur le projet ressources. À la fois sur la partie semelage et à la fois sur la partie coupe, piqûre et assemblage de la chaussure. Donc on a 2 partenaires au Portugal qui sont vraiment pour le coup spécialisés autour du caoutchouc. Et le partenaire qui fait la coupe, piqûre, montage de la chaussure, je disais en termes de difficulté, pour lui, ça n'a pas été simple puisqu'on lui a demandé on l'a énormément challengé sur le fait de travailler des matériaux vraiment nouveaux pour lui, puisqu'il sait que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler essentiellement le cuir. Et là, on lui a demandé de travailler des polyesters, on lui a demandé de travailler du caoutchouc sur la tige. Donc, on a vraiment, pour le coup, on a été face à des difficultés techniques assez importantes sur la mise au point et la mise en place du produit. Donc voilà, et pour l'instant, les partenariats se passent plutôt bien, puisque le cycle est engagé, les pairs retournent chez lui pour rentrer dans le cycle de broyage et pour de nouveau être utilisés à la fabrication de chaussures. Merci beaucoup. On a aussi une question toujours sur TBS. Dans quelle mesure en fait ce process ne se fait pas au détriment de la solidité et donc de la durée d'usage de la chaussure? Alors, effectivement, super question qu'il a fallu qu'on verrouille aussi en interne parce que la qualité est un véritable prérequis chez TBS et c'est ce qui fait la force de la marque. Donc, il fallait absolument que cet élément-là soit coché de notre part pour qu'il rentre dans le projet. Donc, on a fait tester nos semelles, évidemment, par le Centre technique du cuir, qu'on appelle le CTC, qui est vraiment l'organisme spécialisé de la chaussure. Et aujourd'hui, en fait, notre semelle qu'on utilise sur notre ressource a une durée de vie de 2 ans si on la porte 7 jours sur 7, 8 heures par jour. Voilà, donc ça laisse de quoi faire quelques belles balades. Merci beaucoup. Du coup, une autre question, Franck, sur la collecte. Comment est-ce que les chaussures sont collectées? Alors, les chaussures aujourd'hui sont collectées dans nos points de vente avec échange un bon de réduction. Et c'est ensuite ces pieds-là qui sont collectés dans nos points de vente sont rapatriés à notre siège dans un entrepôt et ensuite renvoyés chez le fournisseur. On a 2 types
On a deux types de chaussures, puisqu'on fait un pré, il y a une présélection au niveau du magasin. Il y a à la fois toute la partie, on essaye d'avoir un peu de sélection au niveau des pieds, et le tri est fait ensuite en entrepôt. Et une partie part sur un circuit classique de destruction, et tout ce qui est bien valorisé et qui permet de rentrer dans notre cycle de recyclage et de revalorisation de la matière, lui, part au Portugal chez notre partenaire. Franck, peut-être une question sur les perspectives. Là, tu as expliqué comment ça avait démarré. Oui. Vous vous êtes fixé une ambition de part de chiffre d'affaires, j'imagine, ouais. En disant finalement, voilà, on aura réussi quelque chose si on atteint un tel niveau. Oui. Tu peux nous partager ça peut-être Ouais. Alors, on s'était mis en objectif d'atteindre 3500 paires sur 2021. Aujourd'hui, la prise d'ordre sur l'été 21, donc on fonctionne en saisonnalité, et aux alentours de 5000 paires. Donc il y a de l'appétence, même si on est face quand même à des difficultés au niveau du commerce, parce qu'on pratique quand même une politique de prix qui est un petit peu supérieure au prix moyen qu'on pratique habituellement. Ceci étant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des partenaires historiques sur des réseaux de grande diffusion et sur le réseau sport notamment qui nous suivent et qui mettent en place des actions avec ce produit-là. Donc c'est plutôt très encourageant, et voilà, c'est aussi ce qui fait la diversité de TBS, c'est qu'on est présent, on est vraiment omnicanal. On est à la fois présent chez le petit détaillant dans la petite commune au fin fond de la France, et on est également présent dans des gros partenaires comme Decathlon, Intersport, Gosport, Leclerc Sport. Enfin voilà, on a une diffusion, vraiment l'omnicanalité, marketplace, site web. Évidemment retail, puisqu'on a un parc de magasins en propre. Donc voilà, on diffuse de manière très large, et ça a été aussi de la difficulté, c'est qu'il faut répondre de manière assez précise à l'ensemble de ces différents réseaux de distribution. Et juste ces 5000 paires par rapport au nombre de paires que vous vendez en circuit classique par an, ça représente quoi pour l'instant 0,5%, 1 Ouais, ça représente pas plus de 2%. D'accord, ok. C'est pas grand-chose. Après, on parle juste du projet ressources, qui est le projet vraiment pointe de pyramide, qui est vraiment le projet le plus abouti en termes de revalorisation. Au-delà de tout ça, il a fallu, nous, qu'on travaille énormément sur d'autres alternatives et d'autres solutions éco-conçues pour pouvoir aussi, ce que je disais, répondre à l'ensemble des besoins de l'ensemble de nos réseaux de distribution, avec des prix aussi adaptés à nos réseaux. Donc voilà, on a tout un tas d'alternatives aujourd'hui. On a un portefeuille assez complet, et on est capable de répondre à la fois sur de la grande diffusion, et à la fois sur du shop très pointu et du concept store, quoi. Merci beaucoup, Franck. Moi, j'ai une petite question de la part de Béatrice Bellini, mais qui, je pense, s'adresse à tous les trois. Votre modèle d'affaires est-il toujours basé sur le vendre plus ? Si, par exemple, peut-être que Mélissa, tu peux nous éclairer. Tu as juste ton micro. Excusez-moi. Merci. Alors nous, c'est vrai qu'on a des objectifs liés à la location également. On doit vendre. C'est voilà, toute entreprise mercantile ne peut certainement pas nier qu'on fait du commerce. Mais alors nous, réellement, par contre, on veut donc augmenter le nombre de locations, et on va mettre en place pour toujours augmenter la durée de vie de nos produits, un compte on veut inciter, créer un compte de fidélité pour offrir du service à nos clients et à nos clientes. On aimerait pouvoir offrir la location aux hommes. On pensait dans un premier temps que ce n'était pas quelque chose qui les intéressait, et finalement, ils sont nombreux à nous demander s'ils peuvent louer aussi leurs chaussures. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Et on aimerait créer aussi du lien en offrant des services gratuits à nos clients, de pouvoir reconditionner leurs chaussures, que ce soit au travers de notre usine ou en magasin également, des services de
petite cordonnerie, donc c'est pas vraiment de la cordonnerie, mais de pouvoir en tout cas reconditionner un petit peu les paires pour leur donner, augmenter en fait la durée de vie des chaussures. Donc voilà, c'est des petites initiatives, mais ça reste quand même assez fondamental. Et on essaie de remettre tout ça à plat, voir ce qu'on peut faire. Donc pas avoir des bons d'achat qui se génèrent quand on achète beaucoup de paires ou quand on en loue beaucoup, mais plutôt d'offrir des services complémentaires, supplémentaires à nos clientes et nos clients. Donc ça, c'est aussi des projets qui sont en cours. Et comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir aussi réduire notre offre en largeur et en profondeur, de pouvoir aussi rapprocher notre fabrication. Donc on souhaiterait atteindre 80% de notre fabrication en Europe d'ici 2025. Donc tout ça, c'est en cours d'écriture et on est déjà mis en œuvre par mes collègues du produit. Donc, c'est vraiment des choses qui sont déjà en cours, où on essaye de rationaliser tout ça. Donc, je pense que ça répond un petit peu à cette question. Merci beaucoup. Du coup, Franck, Alors, sur cette question. Alors, typiquement, plus on arrivera à produire de chaussures éco-conçues, et plus ce sera facile pour nous d'avancer, et plus on arrivera à faire baisser les prix. Donc, il y a aussi cette contrainte industrielle qui, plus on va être en capacité de produire des produits éco-conçus, et plus les alternatives vont être nombreuses, plus les gens vont s'intéresser, et plus surtout au niveau industriel, parce que là, quand même, on est sur des petites productions, on est vraiment sur des petites séries quand même, par rapport à des capacités d'usine qui sont beaucoup plus importantes. Donc, on est vraiment sur une petite échelle. Et donc, en fait, voilà, on parle d'économie d'échelle. Pour l'instant, aujourd'hui, au niveau de la chaussure, on n'y est pas du tout. On fait ce qu'on appelle chez nous un petit peu de l'épicerie, quoi. Voilà. Mais toute proportion gardée, ça me fait penser à l'essor du bio dans l'alimentaire. C'est-à-dire que ça a commencé relativement petit, et puis effectivement, ce qui fait d'ailleurs une polémique aujourd'hui, c'est qu'on a atteint des niveaux suffisants pour que ça devienne un peu plus mass market, et les historiques de la bio disent c'est plus tellement du bio, mais finalement la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se démocratiser quand même, et de devenir plus mainstream que ça. Mais il faut des pionniers comme vous au début pour lancer les tendances, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on a tout un panel d'offres en fait sur l'éco-conception. Là, on a parlé du projet ressources que je vous disais qui était vraiment pointe de pyramide, mais on a tout un portefeuille d'alternatives qui nous permet d'aller aussi de rendre l'éco-conception accessible chez TBS. Et ça, c'est aussi très important que de travailler le haut de la pyramide, je dirais. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Du coup, ça c'est un peu moins pertinent pour Héloïse, ce type de questions. Du coup, oui, parce que c'est vrai que les animaux, il faut quand même qu'on les nourrisse. Et dans tous les cas, les croquettes seront toujours un produit. Et c'est vrai que nous, plus on peut effectivement vendre cette nouvelle protéine, et plus aussi l'impact environnemental s'en trouvera aussi meilleur, en tout cas pour les animaux. Donc nous, on le souhaite en tout cas, permettre de démocratiser cette nouvelle protéine et d'éduquer sur leurs bienfaits, à la fois sur la santé et sur l'écologie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions? Est-ce que vous... Alors, oui. Ok, on parle du bénéfice social des animaux plus qu'effectivement le SUV. On peut mettre cette question en débat. Est-ce que dans l'assistance, vous avez encore des questions pour nos trois intervenants? Qui est-ce qui veut lancer une question en dehors du chat? Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Moi, excusez-moi, j'ai des questions qui sont tombées là sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. Quel impact inhérent à une fabrication au Portugal versus 100% Made in France? On a vu dans les slides qu'on a pu présenter qu'il y avait un impact. On est en train de calculer justement l'ACV de ce dernier projet qui est sur un projet 100% Origine France, donc on sera capable dans quelques jours, voire peut-être quelques semaines, de vous donner la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le transport entre le Portugal et la France se fait en camion, et qu'effectivement, il a une part importante dans l'empreinte carbone. Voilà, ça c'est clair et net.
Donc c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à des alternatives sur du 100% origine France avec une production française, puisque chez ERAM, et en tout cas chez TBS et Bocage également, on a la chance d'avoir encore 2 sites de production dans le Maine-et-Loire qui nous permettent qui nous permettent de faire de la fabrication locale. Ouais, moi, j'aimerais intervenir. Alors, par rapport à l'ACV, il faut savoir que le transport, ça ne représente rien. Donc, effectivement, vous faites une ACV classique, la production Portugal-France, ça ne va rien changer à votre ACV classique. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous parlez de bilan carbone, parce qu'effectivement, là, comme on mesure ce qu'on peut mesurer, le transport, il est tout de suite plus impactant. Donc, on a des réflexions justement par rapport à une association d'éco-concepteurs justement par rapport à tout ça, c'est que finalement, quand on fait de l'éco-conception, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de relocalisation et donc de spatialisation des impacts, et pas non plus à résoudre les problèmes d'intégration de la biodiversité. Moi, j'avais une question par rapport aux croquettes. Est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer alors une baisse proportionnelle de la quantité de croquettes qu'on peut donner à un chien, donc au global, moins de ressources consommées, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, ce n'est pas vous, mais il y a un autre acteur dans le domaine de la croquette qui propose des abonnements. Et justement, le fait d'abonner c'est un abonnement mensuel pour la santé du chien, pour un chien en bonne santé, ils mettent en fonction de son poids, tout ça, ils envoient juste ce qu'il faut de croquettes, donc tu n'as pas de gâchis, t'as pas de... Et ça, je pense que c'est une approche super intéressante parce que quelque part, c'est de l'optimisation de l'impact. Tu as un chien, il fait 25 kilos, tu lui donnes pour 25 kilos et pas pour 30 kilos. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez ces perspectives-là en tête ? Alors complètement. Alors déjà, pour rebondir sur votre première remarque, en fait, la bonne nouvelle avec la protéine d'insecte et nos croquettes, c'est que comme elle est très nourrissante, les chiens en prennent moins. Donc la quantité journalière est moindre que pour d'autres croquettes qu'on peut trouver dans les supermarchés ou autre part. Et après, sinon, concernant l'abonnement, c'est quelque chose qu'on essaie en tout cas de faire. On a mis en place sur notre site un espèce de questionnaire qui justement reprend un peu pour aider les gens à choisir la bonne fréquence pour leur abonnement en fonction du poids. Pour le moment, après, on aimerait bien développer cet outil en mettant aussi l'activité physique pour vraiment donner une offre plus personnalisée. Mais c'est ce qu'on est en train de faire en tout cas pour fournir pour aiguiller en tout cas le client à utiliser le bon nombre, le bon format et à la bonne fréquence pour son animal, en fonction de son poids. Du coup, là, c'est la seule variable qu'on a actuellement sur notre site. Merci Loïc. Oui, parce que dans le site concurrent, il y avait aussi par rapport à l'activité du chien. C'est ça. Et donc, du coup, ça va influencer énormément aussi la manière de s'alimenter. S'il sort tous les jours ou s'il ne sort pas du tout, on ne va pas lui donner le même... et il y a un potentiel de réduction d'impact qui est quand même un peu conséquent. Complètement. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien ajouter en plus sur notre outil. Complètement. Merci. Merci beaucoup, Héloïse. On avait quelques petites questions pour Mélissa dans le début du chat, notamment sur l'impact environnemental les bénéfices du coup environnementaux de la location. Est-ce que vous avez fait une ACV de la solution est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager? Non, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres malheureusement partagés. Autant on a fait un bilan carbone au niveau global, mais on n'a pas encore eu l'occasion de calculer ça spécifiquement pour l'atelier Bocage. Donc j'ai pas de chiffres malheureusement. Par contre, j'ai des questions aussi sur les durées de location. Oui. Donc ça, c'est une vraie bonne... voilà, c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire, pouvoir permettre à la cliente de louer 4 mois si elle le souhaite, 6 mois, etc. Là, c'était des problèmes un peu techniques parce qu'en fait, on est sur une plateforme qui habituellement fait de l'abonnement à des box. Le problème de la box, c'est qu'elle est envoyée une fois et elle revient jamais en fait. Alors que nous, nos chaussures, elles doivent revenir à un moment donné. Et donc, la traçabilité et les durs, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à développer, en tout cas avec les moyens qui nous étaient accordés techniquement à développer dans un premier temps. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire, en fait, pouvoir louer sur des périodes plus longues, etc. Ça, c'est de pouvoir mettre un curseur, en fait, en fonction des besoins, etc. Ça, c'est également quelque chose qu'on nous remonte assez régulièrement. Donc, pour l'instant, on est limité à ces 2 mois. Donc là, on espère qu'avec les tests en boutique, on puisse
être plus flexible. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire. Mais comme le disait Franck, nous, ce qui fait notre avantage concurrentiel et ce qui fait qu'on est les seuls à pouvoir proposer ce service de location et de reconditionnement, c'est qu'on est parmi les derniers à avoir un outil industriel qui nous permette de le faire en France, donc en limitant malgré tout comment dire, on renvoie pas ça à l'autre bout du monde ou même dans un autre pays, c'est fait assez proche finalement de nos clients puisqu'on est une enseigne assez franco-française encore, donc ça nous permet au niveau, une fois que la chaussure elle est en France, elle y reste et on n'a pas à la renvoyer très loin pour faire le reconditionnement. On a aussi des projets d'éco-conception aussi. Donc ça, je ne suis pas la même à en parler, mais c'est des choses qu'on aimerait aussi faire davantage et en tout cas inclure dans nos collections. Ça reste des projets encore et on a tous ces projets de front à mener. Mais gardez-en pour la plateforme pour candidater l'année prochaine. On sera très très heureux de vous revoir. C'est ça, exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste une petite minute. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin très rapidement pour motiver tous les participants aujourd'hui à se lancer dans ce type de démarche? C'est vertueux, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ouais. Au-delà d'un projet d'enseigne, c'est un projet de vie aussi. Et aujourd'hui, tous les collaborateurs embrassent ces projets-là avec beaucoup de bonheur et ça donne énormément de sens. Ça donne vraiment beaucoup de sens aux collaborateurs de travailler sur ces projets-là, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et puis que quels que soient les freins, parce qu'il y aura des freins internes, externes à lever, et parfois on trouve des réponses, parfois non. Il faut s'accrocher. Je pense que c'est, comme disait Franck, c'est ça en tout cas, c'est des choses qui donnent du sens et puis des projets qui sont stimulants, qui donnent envie de faire mieux, de faire différemment, on partage entre les marques, nous on a cette force, mais avec d'autres, et puis en interne, en externe, il y a beaucoup d'échanges qui se créent autour de ces initiatives, hein, beaucoup plus que sur ce qu'on a toujours fait. Finalement, c'est pas nouveau, donc le fait que ce soit nouveau, ça nous permet de faire des belles rencontres, de beaux projets, d'essayer des choses. Parfois ça passe pas, mais ça donne du sens, clairement. Merci. Héloïse, un petit mot aussi? Oui, complètement. Je rejoins complètement ce que viennent de dire Franck et Mélissa. C'est vrai que après, on a beaucoup de chance aussi, je trouve, d'avoir des écosystèmes qui prônent vraiment l'aspect responsabilité. Ça commence à être de plus en plus présent, en tout cas. Et c'est vrai que nous, on a commencé, on a à peine 2 ans et on a été beaucoup soutenus par même des incubateurs qui étaient dans cet écosystème-là pour lancer notre idée. On a eu on a fait des belles rencontres aussi qui nous ont un peu aidé à aiguiller certains aspects de notre stratégie. Donc, il y a des gens qui sont, en tout cas, qui sont de très bons conseils et on a de la chance d'avoir un écosystème là-dessus qui nous aide en France pour monter un projet intéressant. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois et merci pour vos partages. Merci pour le respect des timings, c'est parfait. Merci. On vous enverra la présentation. On a aussi enregistré ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu, qui ont raté un petit bout au début, au milieu, à la fin. Et je suppose que Héloïse, Mélissa et Franck vous restez à disposition si certains ont des questions. Bien sûr. Super. Pas de souci. Merci David, merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bravo.